Assalamu alaikum ma sœur et bienvenue au podcast de Nafsi sous silence. Tout d'abord, comment te portes-tu ainsi que ta famille? J'espère que vous vous portez tous bien et si c'est pas le cas, ça ira, tout vient d'Allah. On ne se décourage pas et on ne désespère pas de la miséricorde et de la bienveillance d'Allah. Alors je t'invite à prendre place où tu te sens le mieux pour écouter le podcast du jour. Puis c'est parti, Bismillah. Alors, on revient sur ma fausse couche, la deuxième épisode de ma fausse couche. Je voulais tout d'abord commencer par te donner la définition de qu'est-ce que c'est qu'une fausse couche. La fausse couche, c'est l'interruption spontanée d'une grossesse avant les 5 premiers mois. Cela signifie, c'est quand la grossesse s'arrête d'une manière involontaire, donc c'est l'opposition de l'IVG qui est une interruption volontaire de grossesse. Je fais l'aparté de cela parce que je sais que, moi quand je suis arrivée à l'hôpital, la secrétaire que j'ai vue pensait que j'étais venue faire une IVG. Pourtant, je lui disais que j'avais fait une fausse couche, mais elle me parlait d'IVG. Donc, j'avais besoin d'expliquer un peu cela pour que ça soit bien compris. J'espère que tu as bien compris. Si ce n'est pas le cas, laisse-moi un commentaire. Je pourrais t'expliquer plus en détail. Alors, on va reprendre sur... La dernière épisode, je m'étais arrêtée à quand j'étais à l'hôpital où j'ai pris les comprimés, les 3 médicaments que j'ai pris durant la journée, où le 3e médicament en fait n'avait pas fait effet. Donc déjà il faut savoir que quand j'ai pris les médicaments, l'infirmière m'avait parlé des douleurs que j'allais ressentir, mais je ne m'imaginais pas que c'était ce genre de douleur. C'est vraiment des douleurs très intenses comme des contractions en fait, donc c'est très 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 dur. Donc je n'arrêtais pas de me retourner, de me lever, j'avais très 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 mal, jusqu'à ce que mon mari dise à l'infirmière qu'elle avait très très mal. Et donc elle m'a donné un médicament, je sais plus c'était quoi le nom du médicament, j'arrive plus à l'avoir en tête, c'est un médicament qui était très très fort. Je sais plus, je me rappelle plus, mais en tout cas c'était très très fort quand je l'ai pris. Au bout de 20 minutes, je me suis sentie beaucoup mieux. Ça a été, alhamdoulilah. Et donc, quand elle arrive en fait, quand je prends le 3e médicament, l'infirmière me dit, écoutez, là il y a rien qui se passe, donc elle m'explique le protocole que demain j'allais devoir subir un curetage. Et que ça allait être l'équipe de demain en fait qui allait m'expliquer comment ça allait se passer. Et donc voilà, donc arrivé, faut savoir que le soir mon mari était resté jusqu'à 22h30, 23h et que l'infirmière lui a demandé de partir parce qu'il pouvait pas rester avec moi malheureusement, donc il est rentré à la maison. Bon, on échangeait quand même par message. Donc le lendemain matin, je vois la sage-femme, l'infirmière de ce jour-là, qui m'explique le protocole, qu'un médecin va venir me voir, j'étais aussi à jeun, à minuit je devais être à jeun, donc j'étais à jeun depuis minuit, donc elle m'explique que le médecin va venir me voir, m'ausculter pour me dire ce qu'il en est, ce qu'on va faire, si on fait curetage ou pas curetage, et que je devais toujours rester à jeun, que je ne pouvais ni boire ni manger, donc voilà, et puis vers les coups de 10h30, je l'interpelle, donc je lui demande ce qu'il en est, le médecin arrive à quelle heure, qu'est-ce qui se passe, en plus j'avais soif, j'avais besoin de boire de l'eau mais que je ne pouvais pas, donc elle me fait comprendre qu'elle ne sait pas à quelle heure le médecin va arriver, que je patiente, que je ne peux pas boire ni manger, que voilà quoi, qu'elle ne pouvait rien faire de plus pour moi. Donc 1 heure après le médecin arrive enfin et le médecin arrive, mais le médecin m'ausculte pas, c'était l'interne en fait que j'avais vu la veille qui est venu me voir, m'expliquer ce qu'on allait faire, que donc il me dit qu'on va aller faire une échographie vaginale pour voir ce qu'il en est, et que pour éviter en fait de passer au bloc, pour ne pas faire le curetage. Donc j'y vais, et puis il y avait mon mari qui est arrivé entre temps, donc on y va dans la salle, donc il m'ausculte, il me fait... l'échographie vaginale, donc là il me dit écoutez, il n'y a pas grand chose, il reste très peu de choses, donc il y a quelques résidus au niveau de votre col, donc on va enlever tout ça manuellement, vous inquiétez pas, comme ça va éviter que vous partez au bloc, et puis vous savez, une opération c'est pas bénin,
il peut avoir des complications, il y a des opérations qui sont bénignes mais d'autres pas, même si votre opération, le curetage c'est bénin, mais on sait jamais, il peut avoir des complications, donc le mieux c'est de pouvoir, voilà, comme il reste quelques résidus dans le col, je vais enlever ça avec une pince, vous inquiétez pas, c'est pas douloureux, c'est, voilà, on va faire ça, ça va aller très vite. Donc, je dis ok, ben c'est parti, et puis au moment qu'il commence déjà il me fait une échographie pour voir, il refait une deuxième échographie, donc il commence à m'enlever avec une pince le reste qui restait dans le col. Et donc à un moment donné son téléphone sonne et puis il répond, je sais pas avec qui il est au téléphone, et puis il dit non non t'inquiète pas, je fais rapidement et puis je te rejoins. Donc moi de là je me dis bravo le professionnalisme, donc toi tu fais les choses rapidement pour aller je ne sais où, bon peut-être qu'il avait une opération ou je ne sais pas quoi, mais bon je trouvais pas ça très correct vis-à-vis de moi de faire les choses rapidement. Et donc voilà quoi, il finit ce qu'il avait à faire et puis il nous explique le protocole que durant 2-3 mois il faut éviter les rapports intimes, que je vais devoir faire après ma sortie de l'hôpital, faire 3 semaines après une échographie vaginale et faire une prise de sang pour être sûr que tout va bien. Donc de là, on repart dans la chambre et puis quelques heures après, on sort de l'hôpital, il revient me voir, il me donne les ordonnances pour faire l'échographie, pour faire la prise de sang, donc voilà, il m'explique un peu comment ça va se passer, et puis on rentre chez nous, je rentre chez moi, donc voilà, avec mes douleurs, un peu déçue, parce que je me suis dit, j'aurais préféré que tout soit enlevé d'un coup, mais comme lui m'avait rassuré qu'il n'y avait plus rien, qu'il restait juste quelques résidus, donc je me suis fiée à sa parole, de toute façon je pouvais pas douter, c'est un médecin, il connaît mieux son travail que moi, donc voilà, mais les jours qu'on suivit ont été très compliqués parce que moi pensant qu'il n'y avait plus rien, que tout était évacué, mais en fait c'était pas du tout le cas. J'ai commencé à avoir des gros cailloux de sang qui sortaient de mon corps, chose que je ne imaginais pas puisque quand je suis sortie de l'hôpital, ils nous avaient dit qu'il n'y avait plus rien. Donc moi, j'étais entre guillemets confiante. Et qu'au final, non, durant une semaine, j'avais des cailloux de sang, des gros cailloux de sang, vraiment qui sortaient de mon corps. Et puis un jour, j'étais pas bien ce jour-là. En fin de journée, j'avais des grosses douleurs, j'avais vraiment des grosses pertes de sang. Et puis à un moment donné, je sais pas, j'étais en train de marcher et puis j'ai senti quelque chose sortir entre mes jambes. Vraiment comme si, l'effet, comme si j'accouchais en fait. Donc je vais voir mon mari, je lui dis ouais, il y a quelque chose qui sort entre mes jambes, c'est pas possible. Il me dit non, mais t'inquiète pas, je fais non, 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 j'ai vraiment senti quelque chose vraiment s'expulser de mon corps. Donc de là, on va dans la salle de bain, donc il regarde, il me dit écoute, regarde pas, et donc effectivement, il y avait vraiment un gros caillou, un gros amas de sang en fait, qui était sorti de moi. Et de là, il me dit écoute, est-ce que tu te sens bien, comment tu te sens? Je fais ça va, je suis juste fatiguée, mais ça va. Et donc toutes les 1/2 heure, en fait, l'infirmière m'avait dit qu'il fallait que si je perdais du sang et que les serviettes étaient pleines, toutes les 1/2 heure, si je changeais de serviette, qu'il fallait partir aux urgences parce que ça pouvait être dû à comment on dit ça, une hémorragie interne. Donc moi, ce jour-là, je commençais à vérifier toutes les 1/2 heure, je changeais de serviette. Et elles étaient bien pleines. Et donc à la 2e ou 3e serviette, je dis à mon mari, écoute, là, toutes les 1/2 heure, je change de serviette, elles sont bien pleines. J'ai beaucoup de sang, j'ai beaucoup de perte de sang, donc l'infirmière m'avait dit que si j'avais beaucoup de sang, que je changeais ma serviette toutes les 1/2 heure, il fallait retourner aux urgences. Donc de là, il me dit, écoute, on attend encore 1 heure, si on voit que c'est toujours dans le même état, on ira aux urgences. Donc 1 heure après, toujours la même situation, on finit par appeler le 115. On a un médecin au bout du fil qui me pose des questions, donc je lui réponds, je lui explique qu'est-ce qui se passe. Donc de là, il me dit, écoutez, on va pas prendre de risques, je vais vous ramener, je vais vous appeler une ambulance qui va venir vous chercher et vous allez partir à l'hôpital. Donc l'ambulance arrive une vingtaine de minutes plus tard, me pose des questions, tout ça et tout. Et donc il m'embarque, on va à l'hôpital. Et donc, arrivé à l'hôpital, comme d'habitude, dans les urgences, toujours surbooké, donc 2 heures à 3 heures d'attente. Et au final, je suis auscultée par un médecin. Mon mari était là, donc le médecin me posait des questions. Il était bienveillant, le médecin. Il a pris son temps, il me demandait l'autorisation, est-ce que je peux, est-ce que ça va et tout. Donc, il était vraiment très bienveillant.
Et donc il nous dit que bah écoutez là, et puis au moment où il m'a ausculté, j'avais plus de saignement en fait, il n'y avait plus de saignement, donc il me dit bah écoutez là il y a très peu de sang, le processus continue son cours, mais vous inquiétez pas, il n'y a plus rien en fait, c'est juste les petits résidus de sang qui restent, mais il n'y a plus rien. Mais au cas où, si les saignements continuent, revenez à l'hôpital. Donc dans ma tête je me suis dit, je suis fatiguée de venir vous voir toutes les semaines. En un mois, je suis venue à l'hôpital, je crois, 4 ou 5 fois. Ouais, 4 fois, je crois. 3-4 fois. Et j'en pouvais juste plus, quoi. J'avais juste besoin d'être libérée, de passer à autre chose. Et c'est difficile de pouvoir passer à autre chose quand tu perds toujours du sang, quand tu as toujours des caillots de sang qui sortent de ton corps, que tu t'es toujours pas rétabli, en fait. C'est difficile de passer à autre chose. Même là, actuellement, j'ai toujours des douleurs. C'est compliqué. Et donc voilà, puis les semaines passent, les mois passent, enfin les semaines passent plutôt, et les saignements se sont arrêtés, se sont estompés, et j'avais tellement invoqué Allah en lui demandant que les saignements s'arrêtent avant que le ramadan commence, et alhamdulillah, les saignements se sont arrêtés avant que le ramadan commence, donc j'ai pu faire mon ramadan dans la paix, entre guillemets, où j'avais plus de saignements, donc j'ai pu faire mon ramadan. Mais faut savoir que une fausse couche, c'est pas quelque chose de facile en fait. C'est pas quelque chose de facile. Après, on le vit toutes différemment parce qu'on a tous un vécu de vie qui est complètement différent. Il y a des personnes qui ont peut-être déjà vécu des grossesses, d'autres pas. Certains des facteurs de vie qui vont rentrer en compte, qui vont faire que on va vivre les choses d'une manière différente. Et ce qui est le plus difficile, c'est aussi, moi je sais qu'à un moment donné j'avais du mal à me dire que je suis en deuil, j'avais du mal à parler du deuil, de dire oui je suis en deuil. Psychologiquement je ressentais que j'étais en deuil parce que j'avais un manque qui était là, parce qu'on s'attache, hein, mine de rien. On s'attache, moi, à partir du moment en fait où j'ai fait mon test de grossesse, j'étais déjà investie dans cette grossesse. J'étais déjà investie, je m'imaginais déjà cet enfant. Je me rappelle que tous les matins, j'aimais trop toucher mon ventre, je lui parlais, et puis quand j'avais faim, je disais toujours à mon mari, on a faim, c'était pas que moi j'ai faim, mais c'était on a faim, c'était moi et le bébé, on avait faim. C'était toujours comme ça, j'étais vraiment investie physiquement, émotionnellement dans cette grossesse. Donc ça a été aussi, c'est ça aussi qui fait que c'est difficile aussi d'accepter en fait que les choses se passent ainsi. Donc on est tellement investi dans ce projet que ça devient une réalité psychique pour nous. Donc c'est difficile de comprendre les choses. Et on a le droit de se dire ouais, on est en deuil en fait. On vit une phase de deuil. Et que c'est chose normale en fait. C'est chose normale. Parce que la fausse couche, c'est un deuil. On a le droit de le dire. Ça fait archi mal. Physiquement, psychologiquement, ça fait mal. Il faut le dire. On a le droit de le dire. On a le droit de le penser, on a le droit de le dire à voix haute. Et moi, je le dis. Ça m'a fait mal. Je me suis sentie en deuil. J'étais en deuil. Et j'ai eu mal. J'ai eu très mal. Et c'est important aussi de savoir accueillir ce sentiment qui nous envahit, cette douleur qui fait mal. C'est en acceptant que la phase de guérison commence en fait. C'est accepter qui va nous permettre de pouvoir guérir plus vite ou pas, mais en tout cas la phase de guérison commence par l'acceptation des choses. Après ça peut prendre du temps, voilà, on n'a pas toutes le même vécu, on n'a pas toutes le même parcours, on est toutes différentes, donc d'une individu à une autre ça peut prendre plus de temps ou pas, c'est important. Il faut aussi reconnaître que les femmes qui vivent une fausse couche, que deux fois, si c'est une fausse couche qui est précoce ou pas, ça reste un deuil quand même, en fait. Que tu aies fait ta fausse couche à 1 mois de grossesse, ou à 2 mois, ou à 3 mois, ou quoi qu'est-ce, ça reste un deuil. Et on a le droit d'être en deuil. On a le droit de dire que oui, je suis en deuil. Parce que c'est la perte d'un être, en fait. C'est la perte d'un être, donc oui, on est en deuil.
on est en deuil. Et c'est aussi c'est tout aussi important que d'être accompagné, parce que on a tellement besoin de parler, d'être écouté, avoir une personne qui est juste là pour nous écouter, pour accueillir ce qu'on ressent sur le moment. Pas forcément une personne qui va essayer de vous consoler ou de vouloir rationaliser ou minimiser ce qu'on vit en fait sur le moment. Et parfois, c'est ce que les gens font sans le vouloir. Après, ça part d'une bonne intention, enfin, on veut aider, donc on n'a pas forcément les clés, on n'a pas forcément les bons mots à dire sur le moment en fait. Parce qu'il y a des phrases du genre t'inquiète pas, tu es jeune, t'inquiète pas, t'auras d'autres enfants, mais non en fait. C'est pas parce que je suis jeune, c'est pas parce que je serai encore en capacité d'avoir d'autres enfants, et même si je suis jeune, c'est pas parce que je suis jeune que la douleur elle est pas là. Et puis il y a pas de on n'est pas il y a pas de certitude en fait après de pouvoir encore enfanter. On n'a pas de certitude sur cela, donc je trouve ça un peu de fois déplacé de dire non t'inquiète t'auras encore d'autres enfants, mais tu connais quoi de mon présent ou de mon futur, tu sais pas, il y a que Allah qui sait en fait. Donc deux fois il y a des phrases, même si je sais qu'elles sont bienveillantes, en fait elles sont pas adéquates au moment où la personne elle vit cette chose là en fait. C'est très difficile, et je sais que c'est une bonne intention que les personnes peuvent avoir, mais c'est pas la bonne formule. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est pas des phrases qui m'ont aidée ou qui m'ont fait du bien du tout, c'est tout le contraire, en fait. Ça m'énervait, justement, quand on me disait « Ouais, t'es encore jeune, ouais, tu auras encore d'autres enfants », mais c'était comme si je devais oublier cette grossesse et tout de suite passer à autre chose, comme si je devais minimiser les choses. Donc non, en fait, ça aide pas. En tout cas, moi, personnellement, ça ne m'a pas du tout aidée. C'est pas facile de passer à autre chose, mais après on passe pas enfin, c'est pas évident de passer à autre chose, vraiment. On accueille notre souffrance, notre douleur d'une manière différente, et on fait le deuil d'une manière différente. Ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment, ma sœur, c'est la fausse couche, c'est on accueille la douleur, on accepte la douleur. C'est en acceptant qu'on peut guérir, c'est en acceptant qu'on peut avancer. Et on avance à notre rythme, en fait. Ça peut prendre une semaine, comme ça peut prendre 2 semaines, comme ça peut prendre 1 mois ou plus. En fait, tout dépend de nous, de notre vécu, de notre passé, de toutes les choses qui font que nous sommes nous, qui vont faire qu'on va arriver à surmonter la chose plus facilement ou pas, ou ça prendra plus de temps ou pas. En tout cas, il faut s'écouter. Il faut vraiment, vraiment, vraiment s'écouter. Quand on est prête à avoir envie d'avoir un autre enfant, oui, il faut le faire. Mais ne pas le faire pour faire plaisir au conjoint ou quoi que ce soit. Non, c'est d'abord soi, en fait. Parce qu'au final, cette grossesse, en fait, c'est toi, tu la porteras. Et si la fausse couche doit arriver encore à nouveau, c'est toi qui vas souffrir, en fait. Donc, il faut vraiment prendre le temps pour soi. Se retrouver avec son corps, parce que c'est pas chose facile. Moi, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, cette fausse couche-là, c'est très difficile pour moi. Les rapports intimes avec mon mari sont devenus très compliqués. J'ai vraiment du mal, en fait, à accepter que quelque chose rentre à l'intérieur de mon corps. C'est très difficile d'accepter que quelque chose rentre à l'intérieur de mon corps. Tellement de choses sont sorties de mon corps que maintenant, je peux pas, en fait, j'y arrive pas. Et alhamdoulilah, j'ai un mari qui est très à l'écoute, et qui, même si il a peut-être du mal à comprendre, mais qu'il accepte, en fait, qu'il me laisse le temps que j'ai besoin pour m'approprier à nouveau mon corps, surtout mon utérus, mon vagin, qui me laisse le temps, en fait, de reprendre contact et me reconnecter avec tout mon corps, que je sois alignée avec moi-même, avec tout mon corps, avec tout mon être. Parce que c'est tout un être, en fait, qui est touché à l'intérieur de soi quand on fait une fausse couche. C'est vraiment très difficile. Donc il faut vraiment prendre le temps de prendre le temps pour soi, en fait. Prendre le temps de comprendre, d'accueillir les sentiments et de se laisser aller. Si on a envie de pleurer, on pleure. Si on est mal, on est mal, on le dit, on le verbalise. Et puis voilà, si les gens sont pas contents, c'est la même chose. Mais à partir du moment que toi, tu arrives à verbaliser les choses, c'est ça le plus important. Et surtout, de trouver
des personnes qui seront bienveillantes, qui seront là pour t'écouter, pas pour te juger, pas pour essayer de t'analyser, d'analyser la situation, à vouloir absolument que tu ailles mieux. Non, laissez les gens dans leur deuil, laissez-les prendre le temps que eux ont besoin de prendre. Parce que souvent tu vois la personne souffrir, donc tu veux que la personne aille mieux. Chose qui est normale, mais le temps que toi, parce que tu vis pas la fausse couche en fait. Et même si tu vis la fausse couche, on est tous différents, donc on a tous besoin d'un temps d'adaptation, de choses, de comprendre, d'accepter, d'aller mieux en fait. D'aller mieux. On a tous besoin de temps. C'est le temps en fait qui guérit les blessures, c'est le temps qui nous permet d'aller mieux. C'est le temps. Il faut laisser le temps au temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Donc c'est important de comprendre cela. C'était une épreuve pour moi cette fausse couche, c'était vraiment une épreuve, ça a été difficile à accepter, parce que j'ai eu du mal à dire alhamdulillah, mais au final, au bout de quelques jours, j'ai pu dire alhamdulillah, au jour d'aujourd'hui, je suis, même si, oui, je suis toujours un peu peinée, beaucoup moins qu'avant, bien entendu, mais voilà, je relativise, et puis je me dis, voilà, c'est Allah qui a décidé que les choses devaient se passer ainsi. Lui seul sait le pourquoi du comment, donc la mort fait partie de la vie de l'être humain. Donc j'ai porté la vie pendant quelques semaines et la mort est venue. Chose qui est normale, c'est la vie, quoi, c'est comme ça. Et c'est une épreuve qui était très difficile, mais au jour d'aujourd'hui, je peux pas dire que... Enfin, j'ai pas encore la capacité de dire que ça m'a fait grandir en fait. Pour le moment, non. Pour le moment, ce que je ressens, c'est que je suis plus apaisée, mais aussi que je suis envahie de crainte et de peur de à nouveau être enceinte et à nouveau faire une fausse couche. Voilà, pour le moment, je suis envahie de peur. Je sais ce qui s'est passé, c'était un bien pour moi. Ça, je suis persuadée, je le sais. Je suis convaincue et je le sais. Je suis consciente de ça. Parce que j'ai confiance en Allah et je sais que Allah veut que mon bien et je le sais. Ça, je le sais. Mais ça n'empêche que la peur, elle est là, la crainte, elle est là. Et voilà, après, j'ai confiance en Allah et en tout cas, je travaille là-dessus pour me dire que faut pas que ça prenne trop de place, en fait, cette peur. Parce que je veux pas que ça me bloque dans ma vie de femme, dans ma vie d'épouse, dans ma vie de mère. Je veux pas que ça me bloque, mais voilà, c'est une étape à passer et je prends le temps que j'ai besoin de prendre le temps pour pouvoir guérir vraiment. Même si physiquement ça va un peu mieux, il y a quelques douleurs, mais voilà, la peur un jour elle partira, je le sais. Mais voilà, mais la mort fait partie de la vie de l'être humain, donc on peut que s'en remettre à Allah et je m'en remets à Allah pour la suite des choses. Donc je suis confiante, peut-être qu'il y a un autre bébé, je ne sais pas, en tout cas ça sera peut-être pour une autre épisode, on verra bien, c'est Allah qui sait ce qui est le mieux pour nous. Donc voilà ma soeur. Donc que puis-je dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour sur ma fausse couche en tout cas. Alors, si tu as des questions, tu peux les laisser en commentaire. N'hésite pas à partager ce podcast pour que d'autres femmes qui ont vécu ou qui vivent cette situation puissent aussi se sentir moins seules. Et donc voilà ma sœur, je te souhaite une très belle journée sous la protection d'Allah et je te dis à très vite.